Bonjour et bienvenue dans le point lecture de mai. Oui, un peu encore en retard, mais que voulez-vous, j'ai rajouté un bouquin qui n'était pas du tout prévu, que j'ai acheté pour un voyage en train, 3 francs 6 sous, et tant mieux. Et je dois avouer que je me suis un peu fait dépasser par le nombre de pages, parce que si vous allez voir le nombre enfin les tailles des bêtes, il y en a certaines, c'est des pavasses, hein, voilà. Donc je me suis dit, bon, allez vas-y. Premier point lecture où vous verrez des petites images entre les bouquins et je sais pas comment je vais gérer ça, mais voilà, je vais peut-être faire une pause entre les bouquins pour vous mettre une petite image. En fait, ça sera le mois de Lisa en image. Voilà, j'ai décidé que ça s'appelait le Lisa Style, non pas pour Harry Styles, Lisa Style au lieu de Lifestyle, parce que voilà, je partage des photos sur Insta, généralement en story, des photos de fleurs, des photos de paysages, des photos de n'importe quoi, des photos d'architecture, une ombre sur le trottoir, le cul d'un bus parce qu'il y a une expo, ce que vous voulez. Et je me suis dit, tiens, au lieu que ça soit éphémère sur Insta, autant que ça soit gravé, entre guillemets, dans le marbre, dans les points lecture. En fait, ça fait le point lecture de Lisa et le point mensuel en photo de Lisa, en gros, voilà. J'espère que ça vous plaira et que peut-être que ça vous incitera à regarder juste les photos. Il y en a qui vont faire du ouh avec la souris pour arriver jusqu'aux photos. Ça va être rigolo. Écoutez, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, premier roman. Alors c'est pas le premier que j'ai je l'ai fait dans l'ordre de listing là. Oui, pas du tout. Parce que, voilà, le premier que j'ai lu, c'est celui qui était en train. Je vous le signalerai tout à l'heure. Alors, La Gantière de Daniel Croze. Alors, vous savez que j'aime Daniel Croze, il est distribué chez Rouergue, n'hésitez pas, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, on est avec Alice, qui a vraiment de l'ambition pour une petite fille, et notamment une fille de paysan, dans un siècle, on va dire, récent. Et Lisa vient de perdre évidemment le stylo qu'elle tenait à la main et donc ça a fait du bruit, désolée. Euh, et en fait elle est dans l'Aveyron, donc parce que Daniel Croze met toutes ses histoires dans l'Aveyron, et Alice ne se plaît pas dans cette vie, et elle travaille au cave de Roquefort comme beaucoup de gens dans sa famille, dans son entourage, mais elle se plaît pas. Et donc un jour elle part, elle est renvoyée, mais elle revient chez ses parents, mais en fait elle veut être, elle, gantière. Elle veut intégrer une usine de gants à Millau ou ailleurs, mais elle veut travailler là. Et elle a une ambition aussi, c'est qu'elle veut faire partie des notables. Elle, la fille des petits paysans très pauvres, et elle veut être parmi ces personnes qui sont admirées pour leur talent. Voilà. Et bien sûr, avoir une vie beaucoup plus facile au niveau, on va dire, de l'argent. Et son père est pas facile à manœuvrer, c'est un, voilà, il est bourru, taiseux, etc. Et grâce à une tante qui habite Millau, qui a travaillé un peu dans ce milieu, elle va s'établir à Millau, elle va venir y travailler. Elle va apprendre au contact d'un bon patron, des ouvrières qui petit à petit deviennent ses complices de travail, mais ça ne la satisfait toujours pas. Parce qu'elle s'aperçoit qu'elle veut créer ses propres patrons, qu'elle veut produire ses propres gants, qu'elle veut produire des meilleurs gants, de très très beaux gants, avec de très belles peaux, très bien travaillées, et ça ne lui plaît pas. Alors, elle rêve et elle décide en fait de forcer son destin par un contour de circonstances et de son patron qui a un comptoir à New York. Elle va partir. Elle part dans une famille qu'on lui recommande et elle vit donc vraiment entre gantier et gantière. Ces Français exilés, notamment de l'Aveyron, et elle va rencontrer un certain Octave, qui partage non seulement son amour du travail très bien fait, des gants, des peaux, du travail, etc., sans rechigner au nombre d'heures, mais aussi, bien sûr, à un moment donné, il tombe amoureux. Et à partir de leur rencontre, jusqu'à leur retour à Millau quelques temps après, Daniel Croze en fait raconte l'ascension sociale de ces deux jeunes gens, l'émancipation de cette jeune femme, de cette femme après, qui va prendre son destin en main, qui va foncer et forcer quelquefois les portes pour atteindre son but, c'est-à-dire être la meilleure gantière de Millau et au-delà. Alors,
On est entre amour, amitié, vie quotidienne, les enfants, les parents vieillissants, parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans ce livre-là qui est très bien exposé, les coups du sort, et tout ce début du XXe siècle qui est pas simple, qui est pas simpliste non plus, qui est balayé par les soubresauts de l'histoire. Et Daniel Krauss possède cette écriture légère, agréable, addictive, parce que il nous conte des histoires simples, mais qui sont de la vie quotidienne. Il nous expose, en fait, là, au travers des aventures de Alice et d'Octave et de leurs proches, il nous fait découvrir le cours de l'histoire, parce que ça se passe pas sur 10 minutes, hein, ça se passe sur quelques décennies. Le cours d'histoire qui s'entrechoque avec ces vies simple, avec ses activités artisanales de l'époque, c'est les avancées techniques, on voit les avancées de l'industrialisation, de ce que la modernité qui arrive progressivement, les premiers téléphones, les premières voitures, etc. Et bien sûr toutes les créations qui en découlent, parce que dans le milieu par exemple du gant, l'outillage des usines, la façon de faire, la façon de traiter les peaux les choses se développent, ça amène de nouveaux projets et on voit évidemment avancer ce chose. Alors, le seul petit bémol, mais vraiment un bébé bémol, c'est vraiment que les dernières 50 pages, moi je les ai trouvées qu'elles s'étiraient un peu trop. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé passer mon temps avec Alice au milieu de ce travail assez rude quand même, exigeant, et d'ailleurs tous les détails qui sont donnés, parce que quelquefois on parle de boutons pendant 3, 4, 5 paragraphes, de la façon d'ouvrir, de retourner une peau, etc. Et aussi de la dureté de ce travail-là qui use les mains, qui ronge les mains, qui ronge les yeux, qui use les yeux, etc. C'est absolument fascinant. Honnêtement, j'ai qu'une seule chose à vous dire, hein, c'est lisez Daniel Krauss, parce que en fait, non seulement il s'ancre dans son Périgord, lapsus, dans son Aveyron chéri, et qui est chéri pour moi aussi, et puis il balaye l'histoire, voilà, à travers des histoires locales, il balaye l'histoire contemporaine, voilà, et vraiment il a une plume fluide, intelligente, il n'y a jamais de surplus, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas, il y a les événements d'une vie, voilà, et là notamment dans la vie d'Alice, il y a des très hauts, des très 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 bas, et il y a de la renouvellement, plus on vieillit dans l'âge, on retrouve quelque chose, et puis on en perd, et puis on revient, bref, c'est l'histoire d'une vie, voilà, donc ça c'était La Gantière de Daniel Krauss, donc pour le roman Régional. Deuxième livre, le livre du carnet. Alors le livre du carnet, c'est Profondeur de nuages de Russell Banks. C'est la pavasse. Non, c'est la pavasse de la semaine, du mois. Alors on est avec John Brown, qui a vraiment existé et qui est un homme radical. Il est charismatique, il est profondément sûr de lui et sûr de son amour pour Dieu. Et il est véritablement un homme du 19e siècle. Sa vie est régie par la Bible, ses actions sont inspirées par des extraits. Il est aussi radicalement contre, il est connu pour ça, l'esclavagisme. C'est un abolitionniste convaincu, pur et dur. Il décide et il veut libérer les Noirs de leur chaîne. Et en fait, dans ce livre-là, le narrateur, c'est Owen Brown, qui est son fils, un de ses enfants, qui admire son père, mais qui est nettement moins perché que Papounet, hein, ça c'est sûr. Et en fait, John Brown va enrôler des gens, sa famille compris d'ailleurs, qui d'ailleurs le considère un peu comme le Messie, hein, dans cette Amérique du 19e qui est très violente, et où les personnes tombent en fait un peu comme des mouches, hein, fauchées par la maladie, la folie des hommes, et tout ce que vous voulez, voilà.
Et la devise est très simple pour eux, et pour John Brown, un esclavagiste mort est une libération pour des centaines de Noirs, et pour lui, cette cause, elle est noble, et petit à petit, on voit évoluer ça, parce que sa foi se délite, alors surtout par rapport à la société non abolitionniste qui résiste, qui marque toujours au fer rouge les esclaves, qui les menace, qui les tue en toute impunité. Et Russell Browns, dans ce livre-là, romance littéralement la biographie de John Brown et nous montre sa folie, sa foi, sa volonté, et en fait véritablement une fresque épique. On sent que ça va mal se terminer pour lui, pour son combat, etc. Mais on sait que la cause est noble. En tous les cas, à cette époque-là, pour lui, la cause était noble. Elle est noble normalement, on est bien d'accord sur la question. Mais c'était pas évident quand même au 19e siècle. Enfin, en tous les cas, au début du 19e. Et c'est vraiment... On le suit donc jusqu'au début, enfin à l'orée de la guerre de sécession qui va suivre. Et au fil des pages, avant cette arrivée de cette guerre-là, fratricide, on voit défiler une Amérique dure, violente, façonnée par les premiers pionniers qui étaient eux-mêmes des travailleurs, des entrepreneurs, qui sont restés accrochés à des endroits absolument sauvages, mais qui étaient aussi d'une certaine manière racistes avec les personnes qui arrivaient derrière, parce que les vagues d'immigrés qui arrivaient les ont quelquefois rebutés. Et c'était, alors évidemment il y a eu l'esclavagisme, mais il y avait aussi une certaine forme de racisme selon les endroits où les communautés s'étaient établies depuis des décennies, voire un siècle ou deux, et qui ne comprenaient pas l'arrivée de ces étrangers. Et on voit ça. On voit aussi que ça va mener à l'Amérique à la guerre de sécession, outre le fait de l'esclavagisme, mais de cet affrontement absolu de civilisation. Alors attention, John Brown est un personnage atypique, mais très controversé. Donc pour les uns, il est le héros de l'abolitionnisme. De l'autre côté, c'est un terroriste pour les esclavagistes, mais c'est un terroriste pour beaucoup de monde. Alors quelquefois, il faut quand même le signaler, le roman s'étire vraiment par certains passages jusqu'à l'indigeste. Vraiment, il faut aimer ce genre d'écriture. Ça peut décontenancer certaines personnes, il y a des personnes qui, à mon avis, vont sauter des passages. Mais je trouve que le livre, son parcours à lui, vaut pour la découverte de cette Amérique qui se fracture doucement. On la voit se fracturer sûrement, jusqu'à cette opposition sanglante entre deux camps pendant des années, pendant cette guerre civile, qui a laissé des plaies béantes. Plusieurs fois, je suis revenue dessus quand j'ai lu des livres sur cette période-là, parce que véritablement, quand on connaît l'Amérique, bon, depuis que l'autre dingo est là, on le voit encore mieux, mais enfin, la première venue du dingo et la deuxième venue du dingo, mais enfin, il n'est pas si dingo que ça, mais bon, il n'est pas très très net des fois. On voit se fracturer, mais c'est une société qui n'a pas réglé son problème de la guerre de sécession, qui n'a pas réglé certains problèmes, qui n'a pas réglé la ségrégation, qui n'a pas réglé certaines choses, qui n'a surtout pas réglé le Vietnam non plus, qui n'a pas réglé certaines choses à l'intérieur de sa propre société, qui amène qu'on sent toujours que de nos jours, ça a alors il faudrait une étincelle pour que ça mette le feu aux poudres. Donc vraiment, c'est un livre très intéressant. Alors c'est à lire avec précaution, mais en s'armant de patience. Je vous dis, il y a des passages qui sont quand même assez indigestes. Alors moi, ça m'a pas gêné, mais j'en ai discuté avec quelqu'un qui l'avait lu il y a pas longtemps et qui m'a dit « Ah, mais moi, j'ai passé des pages entières parce que c'était pas possible. » Alors notamment au niveau de la religion, quand c'est expliqué dans les moindres détails, etc.
les prêches, la Bible, machin, ça peut rebuter, on est bien d'accord sur la question. Mais vraiment, c'est pour Fendeur de nuages de Russell Banks, il datait de 1999 dans mon carnet, je sais pas pourquoi je l'avais pas sorti avant. Voilà, ça c'est fait. Non mais je vous dis, des fois je ne comprends pas bien moi-même. Hein. Ah bah écoutez, je fais ce que je peux, hein. C'est pas tous les jours facile hein, quand on s'appelle Lisa. Donc c'était Pour Fendeur de nuages de Russell Banks, livre du carnet, et prochain c'est celui que j'ai lu dans le train. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Livre lu dans le train, donc celui que j'ai acheté et que je n'avais pas du tout prévu de lire, ça s'appelle Juste une ombre de Karine Giebel. Je pense qu'on dit Giebel, je ne sais pas. Enfin bon bref, que les fans de Karine Giebel me gueulent dessus, ça sera mieux. Alors, je dois avouer que je n'avais jamais lu Karine Giebel. Voilà. Premièrement, parce que j'avais tellement de... Premièrement, c'est pas trop... Enfin, c'est pas... J'avais lu des résumés, ça ne m'attirait pas des masses. Et puis, j'avais beaucoup de gens autour de moi, de mouvances très différentes, des gens qui adorent les thrillers, des gens qui aiment pas les thrillers, des gens qui aiment ce genre de choses, d'autres qui aiment pas, etc. Enfin, bon, bref, très différents, où j'avais des retours, mais... soit c'était dithyrambique, style c'est le prix Nobel de la littérature, soit c'est de la grosse daube, voilà. Donc je me suis dit, oh là, on va peut-être pas lire ça. Et donc comme j'étais dans cette gare, avec un tout petit kiosque de presse, il y avait des promos sur le livre de poche. Et il y avait un promo sur le livre de poche. Le livre de poche était à exactement 70 centimes. Je me suis dit, pour faire un voyage en train, même si c'est une daube que tu n'aimes pas, 70 centimes ça va aller. Et si c'est bien, tu auras gagné beaucoup plus d'argent. Alors, l'idée de départ... quand j'ai lu le résumé, parce qu'il y avait les deux à 70 centimes de cette écrivaine, romancière, bref, ça me paraissait intéressant sur le papier, mais alors très rapidement j'ai trouvé ça hyper simpliste. Alors, je vais pas me faire des amis. Hein. Dès le début, en fait, le personnage principal, qui s'appelle Chloé, est décrite comme une jeune femme sûre d'elle, belle à en mourir, jalousée par les femmes, ambitieuse, parce que vraiment elle a les dents qui rayent le plancher, attirante, voire carrément bandante pour tous les mecs qu'elle croise. Bref, la fille que tous les mecs veulent mettre dans leur lit, et elle le sait en plus, puisqu'elle est loin d'être gourdasse, hein, voilà, et dont les filles se méfient, enfin les femmes se méfient, la preuve, hein, sa meilleure amie est complètement tout le temps éclipsée par elle. D'ailleurs, en gros, elle se décrit elle-même comme un être solaire, lumineux, magnétique, j'en passais des meilleurs, et donc sa meilleure amie, enfin, je suis désolée, moi, meilleure amie, je la mets en valeur, hein. C'est pas moi que je mets en valeur, hein. C'est meilleure amie. Donc, généralement, quand vous êtes une meilleure amie, vous êtes là pour la mettre en lumière, elle, pas vous. Elle, Chloé, c'est le contraire. Hein. L'autre, c'est un faire-valoir, vous voyez, c'est genre le fille banale, bancale, et elle sait qu'à côté, elle peut briller, en plus, elle est belle. Bon, bref. Alors, en plus, au début du roman, elle a tout. Alors, elle a un mec beau, évidemment, elle va pas prendre un mocheton, hein, voilà, c'est sûr. Bon, il est pas très net, hein. Il est pas net, le gars. Déjà, d'entrée de jeu, vous sentez qu'il y a un loup là-dedans. Bon, c'est trop... Enfin bon, bref, c'est trop archétype, c'est trop manichéen. Elle a un poste de directrice générale qui lui tend les bras parce que son patron l'admire et intellectuellement et visiblement le vieux, il aimerait bien se la faire. Ses collègues médisent sur elle, évidemment elle a trop de talent la dame, parce que voilà, elle est parfaite, donc eux c'est des gueux, hein. Et l'argent bien sûr qui va avec le poste, hein, on est bien d'accord, sauf que un soir, vraiment au début, hein, je vous raconte ça, c'est 30 premières pages, hein. Un soir, elle rentre d'une soirée professionnelle, bon, basique, elle marche, et il y a un homme qui la suit dans la rue. Un mec qu'elle ne voit pas, parce qu'il a une capuche qui cache son visage. Et en fait,
bon, il lui fout la trouille quand même, parce que bon, on est une femme forte, soit on est belle, machin, mais enfin on a quand même un peu la trouille dans une ruelle sombre avec un mec qui vous suit, enfin je veux dire, à moins que vous soyez euh, une as des arts martiaux, etc. Enfin vous avez quand même un chouïa la trouillette. Et en fait cette ombre, donc qu'elle n'a pas vue, va commencer à la traquer. Alors qu'elle pense qu'elle la traque. Au début, personne ne la croit, mais elle est sûre d'elle. Elle sait qu'on la suit, elle sait qu'on rentre chez elle, elle sait qu'on s'immisce dans sa vie intime, elle sait qu'on déplace des objets chez elle. Et petit à petit, du fait qu'elle tourne à cette obsession sur cette ombre, sa vie va se déliter. C'est-à-dire qu'en gros, elle va passer de l'ombre à la lumière, la bestiole, parce que cette chieuse, parce que c'est vraiment une chieuse, hein, voilà, elle est trouillarde et elle est irritante. Elle en fait qu'à sa tête, elle écarte tous les gueux, et en fait, elle n'est pas aussi sûre d'elle que ce qu'on veut bien montrer. C'est assez facile à deviner comment ça va se gérer. Et parallèlement, lui, dans les premières pages, puisqu'on alterne un chapitre entre l'univers de l'un et l'univers de l'autre. Évidemment, on se doute bien tout de suite que les deux univers vont s'entrechoquer, vont s'impacter. Hein. On n'est pas des débiles hein, non plus, on y arrive. On suit Alexandre Gomez, qui est un commandant de police, qui lui est en train de perdre son épouse adorée, machin, et qui va lui aussi perdre pied. Et le hasard va le faire croiser Chloé, qui est venu en fait porter plainte contre cette fameuse ombre, et il est évidemment, alors ça gros comme une maison, je l'ai vu arriver, il est évidemment frappé par la ressemblance entre sa femme, qui en gros, entre les pages, elle est morte, et qui fait un transfert sur Chloé, voilà, et qui décide de l'aider, malgré le fait que bon, il a fait une boulette et qu'on l'a un peu mis au placard, et que son binôme en a payé les frais, parce que c'est lui qui finit à l'hosto et qui végète dans un lit d'hôpital, et on se doute bien qu'il y a une raison pour laquelle on le voit régulièrement sur son lit d'hôpital. Oh bah il faut pas prendre les lecteurs pour des gogos, hein, on y arrive. Voilà, si vous avez suivi jusque là, c'est bon, vous êtes bon. Voilà, vous êtes bon. Alors, on est bien d'accord, hein, le roman se lit facilement, les phrases sont courtes, assez souvent répétitives et sans trop d'intérêt quelquefois. Je vais me faire torcher, hein, mais c'est comme ça. Hein. Les personnages sont particulièrement antipathiques, principalement cette garce de Chloé, parce que même moi j'aurais été l'ombre, je l'aurais zigouillé celle-là. Et quand on apprend son gros mensonge aux 3/4 du roman et son gros traumatisme d'enfance, eh ben en fait non seulement ça ne nous la rend pas plus sympathique, mais au contraire on a juste envie de la baffer, voire de la balancer par le balcon. Alors oui, elle est sexy, oui, elle est quand même pas, elle est brillante dans son boulot, mais elle va défoncer tout. Voilà, elle va s'enfoncer, elle va faire s'enfoncer le commissaire de police, enfin le commandant de police Gomez, qui ne demandait lui alors juste qu'à être encore plus malheureux du fait que sa femme était morte, et donc qui est le seul plus ou moins à le croire, et puis alors elle te le ramène dans tous les sens du terme. Personnellement, j'ai assez vite compris qui était l'ombre, et en fait j'attendais la chute, mais vraiment. J'étais là, putain, mais quand c'est qu'elle va nous dire le pourquoi du comment, et surtout, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir quand allait passer à la trappe cette emmerdeuse. Alors là, je m'attendais, je disais, allez, vas-y, tu vas la découper en morceaux, ça va être sympa. Voilà, et en fait, Karine Djebel, elle accumule les accidents. Elle accumule les fracas de la vie, elle accumule les névroses, les traumatismes. J'avais l'impression qu'elle avait coché des cases, là, qu'elle avait fait un listing de ce qu'il fallait rentrer dans le roman, et puis pouf, pouf, je coche, mais des fois c'est... Voilà. Et y compris avec l'ombre, voilà, qui explique pourquoi il se délecte de son obsession envers cette fille, quelle est sa technique infaillible. Bon alors, pas plus que ça, puisque vu que le flic le découvre assez rapidement, donc il n'est pas si intelligent que ça. Bon alors, bon... Il faut dire que Gomez met du temps à découvrir, mais bon, et comme il filait un mauvais coton et qu'il était vraiment dans des sales draps, voire des beaux draps après avec Chloé, on va dire qu'il n'avait pas tout le cerveau en action. Mais le souci, en fait, de ce truc, c'est que c'est complètement invraisemblable à un moment donné, enfin même très régulièrement, et que de temps en temps, voire souvent, j'ai levé les yeux au ciel parce que je me suis dit...
Le psychopathe, il appelle tout le monde mon ange. En plus, il nous gratifie de son planning. Alors, perso, il nous dit ses actions, il nous dit ce qu'il va faire, donc quel est le suspense dans le truc. La fin, aucun suspense. J'ai pas du tout été surprise. Je vous dis, si vous lisez correctement entre les lignes dès le début, parce qu'elle répète un indice plusieurs fois dans certains chapitres, si vous le louez, alors évidemment si vous lisez en diagonale, vous le verrez pas, mais si vous lisez correctement, vous allez le trouver. Tout de suite, mais très rapidement. Moi déjà l'ombre, allez vas-y, j'ai trouvé pourquoi il faisait ça, etc. Donc je me suis dit, attends, elle va nous faire un truc à la fin, elle va nous remonter enfin, elle va nous retourner la tronche. Bah pas du tout. En fait, moi j'ai tombé complètement à plat. La fin, j'ai fait, ah ouais, voilà. Alors honnêtement, j'étais dans un train, honnêtement, j'avais mon problème musculaire qui me gonflait, j'avais très mal. Honnêtement, c'était typiquement le genre de roman qui aurait dû m'accrocher pour me faire penser à autre chose. Bon, non. Voilà. Alors, honnêtement, ma première de Karine Jebel est très mitigée. Est-ce que j'en tenterai un nouveau? J'en sais rien. Because, généralement, j'aime pas finir sur un mauvais sentiment sur un auteur. C'est pas parce que... c'est juste que je me dis... alors, c'est peut-être parce que je réfléchis en tant que romancière. Je me dis, sur un roman, la thématique, un personnage, un truc peut ne pas te plaire. Et peut-être que sur une autre thématique, sur une autre histoire, peut-être que ça te plaira. Après, son écriture, moi, je n'ai pas accroché. Voilà. Mais, alors, dans les commentaires, si vous avez lu Karine Jebel, si vous avez aimé ou vous êtes fan, je vais me faire torcher, mais je m'en fous. Hein. On est là pour dire, je suis là pour dire mon avis à moi. Vous pouvez aimer qui vous voulez. Enfin, je veux dire, tant mieux si vous aimez. Donc justement, si vous aimez et que vous adorez cette écrivaine et que vraiment, 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 il y a un roman outre juste une ombre, hein, je viens de le lire, où vous allez me dire non mais celui-là, vas-y parce qu'il est mieux, ou il a une thématique qui t'intéresse. Alors vous connaissez ce que j'aime, hein, donc vous pouvez à peu près, enfin vous connaissez à peu près le genre de roman que je lis, donc vous voyez ce que je peux aimer. Allez-y, voilà, mettez-moi dans les commentaires, il faudrait que tu lis celui-là, celui-là, celui-là. Peut-être que je en tenterai un deuxième, parce que je vous dis, je n'aime pas rester sur la lecture d'un seul roman par auteur. J'aime bien en lire deux, et si à la fin du deuxième, c'est toujours une catastrophe pour moi, bah c'est sûr que je passerai à autre chose. Voilà, mais... écoutez, ça n'a pas été une réussite. Voilà. Bon, à part que ça m'a fait passer le temps en train. Voilà, voilà. Bah écoutez, on fait une pause et photo. Et puis on parle d'un autre livre qui m'a été conseillé. Et à chaque fois qu'elle me conseille quelque chose, elle est formidable, cette jeune femme. Alors, le livre dont on va parler maintenant, c'est un livre qui m'a été grandement recommandé par ma copine Audrey. Alors, Audrey est une merveille. Si elle passe par là, alors, je comprends le fond, mais on s'en fout. Audrey m'avait conseillé Alan Parks. Alors, pour vous dire que le conseil fut très bon. Voilà. Et elle m'a conseillé La Marquise des Poisons de Olivier Seigneur. Bon, elle connaît à peu près mes goûts, donc elle a dû se dire ça va lui plaire, voilà, ça c'est sûr. Donc merci Dame Audrey, parce que Damoiselle, hein, parce que ça c'est une ah oui, bah, elle a tout juste 30 ans, donc Damoiselle. Hein. Enfin, elle n'est pas Damoiselle, vous voyez ce que je veux dire, c'est une jeune femme. Voilà, c'est pas un truc vieux crouton comme moi. Alors, on est dans une période où personnellement ça m'a beaucoup plu, puisqu'on est sous le règne de Louis XIV. On est avec Gabriel Nicolas de la Reynie, qui a réellement existé, hein, qui était vraiment le lieutenant de police du roi. Enfin, en gros, c'était un peu l'équivalent du premier flic de France à l'époque, qui avait quitté son Limousin Aquitaine de l'époque et qui était devenu donc en fait le responsable de la sécurité de Paris sous Louis XIV. Et
Olivier Seigneur nous offre un roman, alors fort bien rédigé, avec des notes de bas de page qui expliquent certains personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment historiques, qui ont vraiment existé, mais il a l'intelligence de proposer une histoire qui est à la fois historique, alors policière bien sûr, mais à la fois historique, que tout le monde connaît, l'affaire des poisons, tout le monde en a entendu parler, avec des personnages historiques, mais en nous mettant quelquefois des espèces de, on va dire, des déviances de l'histoire, mais rectifié tout de suite par une note de bas de page en nous expliquant que ce personnage est mort à tel endroit, à tel moment, etc. Ce qui fait que quand vous lisez, si vous ne connaissez pas l'histoire de France, et que vous ne connaissez absolument pas ces personnages, bon, je pense que maintenant, Montespan, ah oui, bon, c'est basique, ça, on en a au moins entendu parler une fois, je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir fait ça, parce que ça permet au lecteur de se laisser emporter dans cette histoire-là, dans les arcanes de ce Paris Versailles sous Louis XIV, d'avoir accès à la cour du roi, à l'antichambre du roi, voire carrément à la chambre du roi, enfin, limite on est avec lui au lever, hein. Mais aussi à ce Paris de l'époque, crade, dangereux, il est dit carrément qu'il y avait un meurtre par jour, limite à Paris à cette époque-là, entre autres, enfin répertorié, on est bien d'accord, voilà, et la vie des petites gens comme du roi Soleil. Évidemment, on parle de l'affaire des poisons, de ces empoisonneuses célèbres qui ont toutes été exécutées, et des messes noires, des sacrifices d'enfants, des potions, des filtres, notamment au niveau de ce qu'on disait de la Montespan qui tenait le roi de France grandement à cause de ça, qui lui a fait on ne sait plus combien de bâtards, qui ont tous été reconnus d'ailleurs par Louis XIV, mais voilà. Et on voit les arcanes de la cour, c'est-à-dire on voit le jeu des courtisans, de ces femmes qui voulaient monter l'échelle quelquefois, qui voulaient venger, notamment par exemple maintenant, qui voulaient absolument atteindre le sommet parce qu'elle avait été, elle est née en prison hein, maintenant, donc voilà, donc il y a des gens qui ont essayé de s'extraire de leurs conditions parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles avaient de l'esprit, parce que Louis XIV était un chaud lapin quand il était jeune, et puis il était charmant le gars quand même, donc voilà, et puis c'est le roi Soleil, hein, donc en gros si Chouchou il vous dit toi dans mon lit ce soir, vous alliez pas dire non, parce que sinon vous vous retrouviez un peu au galère, voire quick, voilà. Et je trouve que tous les ajouts romancés qu'il a mis dans le roman, c'était vraiment, mais vraiment bien, voilà, c'est petit à petit en fait il pose l'intrigue. Et quand tout le monde se met en place, que ça soit Delarénie, les lieutenants de Larénie, Constant, la fille, et qu'on arrive à voir aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que la cour, on nous présente les gens, on nous présente qui fait quoi, quels sont les liens de Louis XIV avec son épouse, la reine, pourquoi il est avec Montespan, qui sont les personnes qui gravitent autour de lui, Bontemps, son valet fidèle, etc. Et je trouve que petit à petit, le récit happe, parce que vous avez juste envie de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, même si vous avez une vision et que vous avez une connaissance de l'affaire des poisons, vous voulez savoir comment ça va se retourner, comment ça va passer, surtout qu'en plus, le personnage de l'araignée a des problèmes personnels assez importants, voire familiaux très, qui lui prennent beaucoup la tête, pauvre gars. Il a un lourd secret qui le fragilise, donc en fait il est à la fois complexe parce que c'est un mec intransigeant comme policier et que il connaît les ficelles et il sait qui faire chanter, comment, il a l'oreille du roi, voilà, il sait faire, et de l'autre côté il a quand même un lourd secret, il a quelque chose qui le déstabilise, il est convaincu de faire mal dans sa vie privée, etc. Et vraiment, voilà, on a droit au moment intime de Montespan et du roi, des extraits à la cour, des traîtres, du cercle d'influence, de l'étiquette royale.
et aussi de cet arcane de ce siècle où on croyait à la magie noire, on croyait au diable. Il y a des moments où c'est carrément le début de messes noires qu'il faisait dans certaines cryptes, etc. De ces empoisonneuses, de ces gens qui manipulaient les plantes, les filtres, qui sacrifiaient des gens pour au nom de voilà d'invoquer le malin. Franchement, c'est une très bonne lecture, très agréable, qui plonge bien sûr dans les faces de la cour d'un Louis XIV, alors à l'époque jeune, enfin pas trop vieux, volubile, très empressé, ah bah ça pour être empressé, et très royal. Alors là l'autre en mode il vole au-dessus au-dessus de l'eau, hein, voilà. Mais Louis XIV, voilà, tel que vous pouvez l'imaginer dans sa on va dire dans ses premières, enfin ses années de règne, quand il était jeune, pas quand l'image qu'on en a de lui, avec là maintenant limite bonnet de nuit, grenouille de bénitier, en gros obèse, etc. Non, le jeune avec les rubans, avec les galons, enfin tout ce genre de trucs. Et puis évidemment, vous avez monsieur, vous avez la madame. Enfin, alors monsieur c'est le frère du roi, que j'adore. Moi personnellement, le frère du roi c'est ma cam, lui. Enfin surtout monsieur, enfin le frère de Louis XIV. Et surtout sa deuxième épouse, la Palatine. Enfin, je veux dire, si vous avez lu un jour les lettres de la Palatine, mais c'est un bonheur. Elle avait un humour, un recul sur la cour. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle leur a mis. Bon, bref. Mais vraiment, c'était vraiment... c'est le genre de roman qui fait plaisir à lire. Voilà, alors c'est pas non plus le coup de cœur de l'année, ça va pas être le livre de l'année, ça va pas être le policier historique de l'année, mais c'est bien foutu. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait d'autres enquêtes et tout, voilà, donc merci Mademoiselle Audrey hein, de m'avoir encore lancé sur une série, hein, parce qu'entre Alan Parks et Olivier Senior, je sens que ça va encore dégager, voilà, c'est bien, super. Bah écoutez, tant mieux, parce que moi j'aime bien quand on me propose ce genre de choses. Allez, on passe au prochain livre, entre-temps, petite photo de Lisa. Alors, autre livre que j'ai lu, ça s'appelle Une poussée de fièvre de Timothy Egan. Alors, c'est un livre documentaire, c'est pas un roman. Attention, c'est pas un roman. Tout ce qu'il a puisé, il est un peu comme David Gran, vous voyez, dans Les naufragés du Wager, etc. C'est à peu près ça. Timothy Egan, il s'est appuyé sur les minutes des procès, les interrogatoires, les articles de presse, tout ce qui peut faire d'une vraie documentation. Et il retrace l'histoire du Ku Klux Klan. Voilà. Depuis sa création, sur les cendres de la guerre de sécession, jusque dans la moitié du 19e, enfin dans la moitié du 19e siècle, jusqu'à la première chute à la fin du 19e, puis sa renaissance et une tentaculaire influence qui a duré pendant des décennies, on va dire du sol au plafond américain. Et il nous conte aussi en détail l'importance de l'affaire Stephenson-Oberholzer, qui a fait véritablement basculer l'opinion américaine, enfin une certaine partie, on va dire ceux qui étaient pas bas du plafond, à propos du Klan. Parce que Marge Oberholzer, c'était une fille ordinaire, en fait on va dire une femme ordinaire, qui a croisé un jour la route de Stephenson, qui était à l'époque le grand Manitou du Klan, pendant les années, enfin en tous les cas elle l'a croisé pendant les années folles, et qui a été enlevée, vicieusement torturée, violée, qui a réussi à être, a été libérée, mais en tous les cas est arrivée dans un état absolument déplorable, et qui a tellement été violentée et torturée, et je vous laisse les détails, à lire les détails, que cela a empoisonné. Et donc elle est morte, mais avant de mourir, elle a décidé de porter plainte explicitement contre cet homme,
qui avait commis ce crime de l'enlever, de la violenter, de la torturer, de la violer, vraiment limite d'essayer de la tuer, mais d'une manière sadique. Et tout cet ouvrage nous détaille et documente vraiment la genèse de cette organisation raciste, hein, c'est clair, ancrée dans la volonté véritable de la supériorité d'une race, d'une couleur sur une autre. Ils en sont, ah bah oui, voilà, nous on est vert, vous n'êtes pas vert, ah vous êtes vert clair, même vert clair ça va pas. Voilà, nous on est vert forêt, tout ce qui sont, même alors les autres couleurs je vous raconte même pas, c'est des, voilà. Et alors même les verts pas forêt ça va pas, voilà. Ah non mais eux, voilà, c'était, non mais basique, hein, les bêtes. Voilà, et l'auteur s'appuie en fait sur des témoignages, comme je vous disais, des articles, des documents sur les minutes du procès pour décrire ce Stephenson qui était un moins que rien, qui était déjà à la base un gros connard, et qui nous conte sa vie parce que ce mec était avide de pouvoir, d'argent, et dès le début c'était un prédateur sexuel. Voilà, il a un type de femme, il s'embarrasse pas du tout. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un prédateur sexuel. Et en plus, c'est un mec violent, mais violent dans les propos, violent dans les actes, violent dans le sexe. C'est vraiment un type, enfin c'est un connard, enfin mais c'est même pas un connard, c'est au-delà du connard. Vraiment, c'est un vicieux, bref. Et en plus, il va devenir très influent. Pendant des années, il va gravir les marches du clan. Il va faire renaître le clan limite de ses cendres, même s'il va s'opposer à un autre grand Manitou du clan qui ne peut pas le blairer, mais justement parce que, pas par leurs idées, parce que en gros, bon, c'est des racistes, hein, on est bien d'accord sur la question, ils s'entendent bien, mais par le fait qu'il vient de rien et que les bruits reviennent des agissements de ce type. Donc voilà, ça fait quand même un peu tâche dans le clan. Et on voit l'étendue de l'influence du clan dans toutes les couches de la société, dans la limite, la première décennie du XXe siècle, le clan contrôlait absolument pratiquement tout. Le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, la société, toutes les entreprises, etc. Et faisait régner une espèce de terreur absolue qui faisait qu'en fait, ils s'opposaient systématiquement aux droits les plus élémentaires de chacun des citoyens américains qu'ils jugeaient indignes. Alors ça allait du noir aux catholiques en passant par les juifs. Ah si, les catholiques c'est pareil, hein. Allez hop sur le bûcher aussi. Et il y a une très longue première partie, très documentée, très détaillée, mais qui est absolument nécessaire pour comprendre les rouages de l'hégémonie par la pensée, insidieusement au début, strate par strate, parce qu'en fait, il rentrait dans les strates et dans les couches de la société, quelquefois par gentillesse, par entraide. On le voit dans certains groupes, après, dans l'histoire récente, moins récente, mais même maintenant à contemporain, on voit l'entraide, la gentillesse, le côté humain, le côté communautaire, et puis tout d'un coup, eux, ils mettent une strate de plus par la menace. Si tu fais pas ce que je te dis, ça va mal aller pour toi. Et la peur qui arrive, parce qu'après la menace, carrément la peur, hein, on y va, et tout ça avec un racisme assez primaire. Oui, bah si, parce que c'est primaire quand même. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle l'époque actuelle? Ah bah tout à fait. Ah bah tout à fait. Alors là, on est bon. Et honnêtement, sans la première partie, il est assez difficile de comprendre, surtout si vous connaissez pas l'histoire américaine et si vous connaissez pas le clan, de comprendre la société américaine actuelle, celle-là, actuelle, qui se fracture petit à petit. Moi, j'ai la chance, par une de mes amies américaines, qui est professeure d'histoire aux États-Unis, qui est américaine, mais qui est professeure d'histoire des États-Unis, et qui avait fait son mémoire d'études, son PhD, sur le clan. Donc c'est vrai que
quand elle l'avait fait, elle nous l'avait fait lire à l'époque, je vous parle de ça quand on était jeunes et beaux, elle nous l'avait fait lire, bon évidemment en anglais, et donc effectivement moi qui connaissais certaines choses, notamment parce que certains de mes amis très proches sont du sud des États-Unis, donc forcément ce genre de choses on connaît, le clan on en a entendu parler, etc. Euh, J'avais appris énormément de choses dans son mémoire et elle me l'avait recommandé ce bouquin en me disant il faut absolument que tu le lises, etc. Vraiment c'est très 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 bien foutu, voilà. Alors attention, vraiment, y a, le livre peut révulser et révolter certains lecteurs, notamment, alors les pensées nauséabondes, hein, on est bien d'accord sur la question, on va pas y revenir. Hein, bon bref, c'est même pas, c'est même pas un parpaing au pied dans l'océan parce que ça ferait du mal aux poissons. Voilà, pauvres petits poissons, c'est pas obligé de bouffer des merdes hein, non plus. Voilà, donc on sait même pas, peut-être sur une planète, un astéroïde qui va se cracher dans le fin fond du trou du cul de l'univers. Hein, je pense qu'à mon avis, il y a que ça. Mais ça peut révulser certaines personnes, non, bon, alors, outre le pensée, mais surtout par les actes. Parce que c'est décrit, hein, les actes vraiment odieux, vicieux, qui peuvent faire, alors non seulement un autre être humain, mais que Stephenson fait aux femmes. Vraiment, alors là, voilà. Et en fait, l'auteur évoque aussi cette espèce de mal profond, et c'est pour ça que le livre est vraiment à lire, c'est qu'il explique les rouages qu'on peut à tout moment voir ressurgir. C'est-à-dire que quelquefois, si on ferme les yeux sur le passé, qu'on veut gommer le passé, comme beaucoup de monde veut le faire, réécrire l'histoire, je rappelle qu'on ne peut pas, hein, sinon les gens reviennent. Hein. Alors, on n'a jamais vu revenir à mort, hein, je rappelle. Donc, en fait, les gens qui sont morts, ils reviennent pas. Donc, le passé, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir le réécrire. C'est pas parce que vous allez mettre une gomme en disant, ah ben non, finalement, moi, je veux pas qu'on parle de ça. Ben, chaton, ça existait, hein, donc tu vas te calmer. Voilà. Mais si vous fermez les yeux sur certaines choses, ou si vous voulez gommer le passé, c'est ça qui va revenir. Alors, le clan, entre parenthèses, mais ce genre de mécanisme. C'est-à-dire qu'au début, oh, c'est gentil, ils sont mignons et tout, oh, ils sont gentils, oh, ils sont mignons, oh, ils nous ont donné ça, oh, ils nous donnent ça. Et voilà. Et donc ça s'est fait. Mais honnêtement, c'est un livre, alors, quand on est comme moi, euh, on n'a pas besoin de ce genre de livre pour nous ouvrir les yeux. Moi, je vois bien que ça va dans le mur, et voir dans le mur. Je suis gentille quand je dis dans le mur. Hein. Nous, on va dans un gros gouffre. Hein. Voilà, on est dans une grosse merde. Et en plus, on n'est pas aidé par les crétins qui nous gouvernent. Mais, enfin, les pauvres, il y en a certains, ils font ce qu'ils peuvent. Pas toujours aidé. On n'est pas toujours aidé, on n'est pas toujours aidé. Mais voilà, on va dans le mur, dans un gouffre, on y est. C'est même pas qu'on est au bord du précipice, c'est qu'on est en train de descendre dans le précipice. Voilà. Mais il y en a certains qui commencent à regarder les petits oiseaux. Hein. Ils disent, ah, c'est joli, il y a des papillons. Oui, voilà. Enfin, regarde où tu mets les pieds déjà. Voilà. Mais si vous connaissez pas, si cette période, voilà, vous connaissez pas trop les rouages de ce genre de truc, c'est un livre qui est glaçant. Vraiment. Utile et nécessaire, mais glaçant. C'est-à-dire que si vous comprenez les rouages du clan, et si vous avez un cerveau qui commute assez bien, vous allez voir beaucoup de choses qui, dans l'époque actuelle, sont exactement... Mais c'est le même mécanisme. Alors, nos amis du clan étaient très contents hein, des idées de tonton à golf, hein, parce que évidemment, ça abondait dans leur petit sens à eux. Voilà, alors, différemment, mais dans leur sens à eux, supériorité de la race, supériorité des idées, la religion, la couleur, les idées, voilà, voilà. Quand un peuple, n'importe quel autre être humain se croit supérieur à son voisin, déjà, on est au milieu d'une catastrophe, on est rapide, enfin, on est en rien. Moi, très souvent, il y a longtemps, j'ai dit à quelqu'un, en fait, l'être humain, on n'est rien. On est de la merde. On n'est pas programmé pour vivre éternellement, déjà, pour ça serait. Alors, si un vampire passe par là, je veux être éternel. Ça, on est bien d'accord sur la question. Mais, peut-être pour survivre aux cons. Mais vu le nombre de cons, ça va être compliqué. Mais bon, bref, c'est pour plaisanter. Quoique j'aimerais bien vivre 200, 300 ans pour voir. Mais on n'est pas programmé. L'être humain n'est pas programmé pour vivre autant de temps. Voilà. En gros, je crois que par rapport aux cheveux, machin, je sais pas quoi, en gros, 120, c'est grand max. Mais vraiment, c'est si on tire hein, sur la corde, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. Donc, on n'est pas programmé pour vivre 100 ans, en gros, à peu près. Par contre, les chênes sont là, ils peuvent vivre 200, 300, 500, 600 ans.
il y a des animaux qui se perpétuent depuis des milliers d'années, voilà, et qui évoluent, eux, dans le bon sens, ils s'adaptent, nous, enfin, l'être humain ne s'adapte pas. Voilà, les arbres, par exemple, vous avez des forêts où il y a des arbres qui sont bicentenaires, tricentenaires, et qui, plus que ça, eux, ils sont nécessaires à la planète. Nous, non. En fait, demain, on crève, il reste que les animaux et les plantes, la planète, elle va vachement mieux. Hein. Nous, on sert à rien, en fait, en gros. Juste à foutre le bordel. Voilà, donc, vraiment, si vous aimez ce genre de livre, alors déjà, si vous connaissez pas le clan, si vous connaissez pas les États-Unis de cette période-là, parce qu'on parle beaucoup des fois du clan. Alors oui, on a toujours le truc, oui, conique, blanc, machin, les débiles, là, avec leur croix. Mais voilà, on a aussi le côté, le clan de l'époque, machin, etc. Mais là, celui-là, c'est du dur. Hein. On est dans le dur. Voilà. Donc, une poussée de fièvre de Timothy Egan. Franchement, vous pouvez y aller vraiment sans aucun recours. Mais attention, c'est glaçant à lire et ça peut traumatiser certaines personnes. Donc, respirez bien. Prenez une tisane, une camomille, n'importe quoi. Petite photo et puis on attaque avant l'antépéludium, puisqu'en fait il y en a encore deux autres derrière. Ah oui, c'est ça. Alors, autre livre, et ça c'est un roman que j'ai lu, c'est Deutschland de René Trenzus. C'est un vieux livre. Alors, il date de 1929. Il était paru chez Gallimard à l'époque dans une nouvelle, on va dire, collection qui s'appelait la Nouvelle Revue de France. Oui, qui était toute nouvelle. Moi, je l'ai vu traîner dans la bibliothèque familiale, et un jour, quand j'ai voulu le lire, parce que ça faisait des années que tout le monde, pendant des années, j'ai entendu dire, il faudrait le lire, ah oui, ben oui, si j'avais écouté tout le monde, j'aurais passé ma vie à lire 24 heures sur 24, 365 jours par an. En fait, en gros, je me mettais dans une grotte et je lisais. Hein. Et quand j'ai voulu le lire, je ne l'ai pas retrouvé. Je me suis dit qui passait. Alors, à mon avis, on l'a prêté à quelqu'un, la personne ne l'a jamais rendu. Donc, j'ai cherché et je l'ai trouvé sur un site. Et je me suis, j'ai été très contente parce qu'en plus, j'ai récupéré une vieille édition, enfin une des premières éditions numérotées. Alors, je sais plus, la nôtre, elle était numérotée, mais c'était pour le grand public. Là, c'était fait pour, je crois, c'était les exemplaires pour l'auteur. Voilà. Donc, c'était assez marrant de voir ça, et donc ça m'a fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce roman En résumé, on pourrait dire que c'est Candide dans la République de Weimar. Ah bah si, à peu près ça. Parce qu'en fait, on est avec André, qui est français, qui va s'encanailler à Berlin. Alors que donc on est post-traité de Versailles, donc on est toujours dans la République de Weimar, au début des années 20, au moment d'un mélange de années folles absolues, de libération de tout, en Allemagne, hein, je parle de Berlin et de Match, mais c'était pareil pour la France, hein, voilà. Mais Berlin était vraiment une tête de pont à l'époque, tout en voyant tous les aspects sombres de la République de Weimar, cette République qui est en train de mourir petit à petit, de l'impact du traité de Versailles, et de ces crises économiques et financières qui vont frapper le pays au début des années 20, qui vont entraîner une situation politique assez chaotique, pour ne pas dire mieux, bien avant l'avènement de nos amis de Tonton Adolphe. Hein, on parle des débuts des années 20, il n'y était pas encore. Enfin, il essayait de faire des butch. On n'était pas encore sorti du lac quand même. Hein, voilà. Mais bon, il n'était pas. Voilà, dans ces années-là, il était quasiment insignifiant aussi de 3 crétins qui le suivaient, mais c'était pas non plus encore une grosse menace. C'était aussi chaotique au niveau donc politique, mais sociale aussi, et puis on sentait une montée drastique de la xénophobie. Alors ça, c'était arrivé, un accroissement grandissant de l'antisémitisme, et bien sûr, comme je le disais, de ce trublion d'artistes ratés qui s'agitait avec son parti NSDAP. Donc André, en fait, lui,
Bah, il est jeune, il a début de vingtaine d'années, il voit l'amusement, il voit la fête, il voit la musique, il voit les femmes surtout, une femme après, mais voilà, c'est ce côté aventurière ou aventurier des années folles, parce que sous la frivolité de André, en fait, l'auteur, il dresse un portrait sociétal de l'Allemagne, de cette Allemagne-là, de cette période-là précisément, et toutes les répercussions psychologiques de la Grande Guerre, de la crise financière du début des années 20. Oui, il y en a une après, il y a eu le crack, mais il y en a une dans les années 20, 21, 22, 23, où véritablement il fallait y aller avec une brouette pour acheter un morceau de pain en Allemagne. Ça a ruiné des milliers de personnes, ça a fait suicider des milliers de personnes. Mais de l'autre côté, il y avait cette envie post-Première Guerre mondiale où les gens avaient envie de s'amuser, avaient envie de vivre, coûte que coûte. Donc il y avait des bars, il y avait des boîtes de nuit, enfin des dancing, il y avait des endroits où on écoutait du jazz, où il y avait des musiciens qui se produisaient, il y avait des gens de toutes les couleurs. En Allemagne à cette époque-là, il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup d'Américains, il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup d'Anglais. Voilà, il y avait une espèce de tourbillon qui était contrebalancé par les effets de la post-traité de Versailles, le post-Première Guerre mondiale, toutes les crises qui arrivaient derrière, et toutes les organisations politiques, bon là en Allemagne, en l'occurrence la République de Weimar, qui se cassaient la figure petit à petit, on voyait que c'était la fin d'un cycle. Voilà. Mais voilà, le personnage de Trenzus, il va rencontrer les autres. Et petit à petit, il voit ses certitudes vaciller. Il voit la France différemment parce qu'il la voit du côté allemand. Et avec tout ce qu'il y a, en fait, d'amour et de répulsion entre ces deux pays au début du XXe siècle. Je rappelle qu'on est, il y a encore en travers de la gorge non seulement 70, mais 14-18. Hein. Alors là, il y en a certains qui ont la coupe qui est complètement pleine. Alors c'est un roman qui est un peu foufou, si c'est un roman fou quand même, c'est un roman un peu foufou, mais il y a beaucoup de gravité sous-jacente, et c'est vraiment une réflexion de la réalité qui en fait a des répercussions, enfin peut avoir des répercussions avec ce qui peut nous heurter maintenant, ou en tous les cas ce qu'on voit évoluer maintenant. Et l'un dans l'autre, c'est un roman qui pousse le lecteur à s'interroger, à regarder les conséquences qu'ont eu les années folles et l'après-guerre. En fait, juste à travers le regard d'un jeune homme ordinaire, français, dont les amis, eux aussi, ont une autre vision que ça, et qui s'intègre à un monde et qui offre une autre perspective historique, en fait. Mais oui, ça serait un peu le Candide au début dans la République de Weimar. Mais je comprends pourquoi on me l'avait recommandé, qu'on m'avait dit il faut aller lire. Gna, gna, gna. Ben, ils avaient raison, les vieux. Donc Deutschland de René Trenzus, on peut le trouver. Tapez la bourse aux livres ou je sais plus quoi là, c'est quoi le site que j'avais dit là, oui je crois la bourse aux livres ou les livres je sais pas quoi, où on peut trouver tous les livres sur toutes les plateformes. Attention, hein, il y en a qui le vendent plus de 50 €, non c'est pas possible. Hein. Voilà, ce livre là si vous l'achetez plus de 10 €, vous êtes fait arnaquer, il date de 1929, voilà, c'est pas des livres neufs, hein, on est bien d'accord sur la question. Voilà, donc, mais franchement, c'était une très très bonne lecture. Et avant-dernier, on finira par Madame Georges. Ça fait un peu tenancière de bordel quand même. Pour Georges, c'est embêtant. J'ai lu Alexandre l'orphelin de la table ronde, donc de Emanuele Arioli. Alors, j'avais lu Ségurant le chevalier au dragon. Et donc cette fois-ci, Emanuele Arioli s'attaque à un autre chevalier qui s'appelle donc Alexandre. Qui, si vous êtes comme moi fan de la légende arthurienne et de la table ronde, vous avez lu sûrement Thomas Malory, qui avait été évoqué dans Thomas Malory aussi. Et c'est un héros qui évoque de ci, de là, ça et là,
la légende aussi d'Alexandre le Grand, parce qu'il a un parcours un peu comme lui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire d'un orphelin de père qui meurt très rapidement dans le texte, et en fait, il décide de se venger. Il va enchaîner les duels, les blessures. Alors lui, c'est Terminator, hein. Il meurt jamais, ce garçon. Voilà. Sans oublier, alors pour prouver sa valeur, hein, c'est un chevalier, je rappelle, hein, c'est pas, voilà. Mais il est surtout connu pour sa extrême grande beauté, qui fascine absolument toutes les filles, qui te pâment devant ce grand blond, comme les blés, valeureux, mystérieux, enfin bref, il a toutes les qualités du monde, on est bien d'accord, c'est un chevalier. Voilà, mais bon, bref, il est réputé pour être le plus beau garçon du monde. Non, c'est pas vrai, c'est Bronzino, enfin c'est le portrait du jeune homme de Bronzino qui est le plus beau garçon du monde pour moi. Mais bon, bref, j'ai un faible pour les blonds. Et celui de Bronzino est brun. Ouais, bravo Lisa, c'est bien, tu as une bonne ligne directrice sur les garçons, c'est bien. Bon bref, c'est calqué sur la même chose que Ségurant, c'est-à-dire que c'est à la fois des textes qu'il a récupérés un peu ça là dans les archives, etc. Il a récupéré des morceaux qui ont été disséminés un peu à droite à gauche dans ce texte, qui est assez court d'ailleurs. Et il y a des illustrations, voilà, des parchemins, des machins, des trucs. Il y a un choix entre les versions alternatives de l'itinéraire de cet Alexandre aussi, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Il y a des choses qui ont été réécrites, et principalement Ségurant comme Alexandre, c'est des textes qui datent du XIIIe, à peu près italien. Enfin, ça a été écrit en Italie, visiblement. Alors ça, c'est très agréable de se faufiler hein, dans les aventures, parce qu'en fait, on en ressort toujours... oui, si vous aimez les légendes arthuriennes, vous avez les yeux qui brillent. Mais on est quand même assez frustré parce que voilà, il y a toujours des morceaux un peu inachevés, ça nous énerve, et puis voilà. Après, n'ayez pas peur de l'étiquette très moyenâgeuse parce que c'est vanté, bon, bien sûr, c'est les chevaliers à table ronde, Arthur, machin, etc. C'est écrit dans du français moderne. Allez-y, cool. Hein. Voilà, c'est vraiment très très facile à lire, il n'y a pas de problème, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est le but, hein, sinon... On est bien d'accord. Et puis, moi, j'étais contente de retrouver la femme organe. Ah bah, écoutez, quand on est... c'est comme ça. Voilà, alors, c'est sûr que Merlin n'est pas décrit dans les meilleurs moments du... Bon, bref. Mais voilà, c'est agréable. Alexandre l'orphelin de la table ronde, c'est agréable. Ça m'a moins passionné que Ségurant. Je sais peut-être parce que c'était le premier, j'en sais rien. Mais j'ai bien aimé, voilà, histoire amour, machin, bref, c'est normal, c'est un chevalier, hein, je rappelle. Voilà, donc, puis en plus il y a des prénoms de filles qui pourraient donner des idées à des futurs prénoms. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc, ah oui. Bon, après, cet Alexandre orphelin de la table ronde ne vaudra jamais mon Alexandre le Grand, hein. On est bien d'accord sur la question. Mais bon, voilà, c'est agréable. Et puis en plus, je vous dis, le livre est joli. Il y a des jolies petites illustrations, machin. Donc c'est un joli petit bouquin. Voilà. Et bien sûr, évidemment, j'ai relu George Sand. Alors, au début du mois de mai, notre amie Miss Pompon avait dit qu'elle voulait lire ou relire je crois, relire Elle et lui, et ça m'a donné une idée, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais le relire aussi, voilà, donc Elle et lui, c'est vraiment, alors George Sand ne s'est jamais caché de cet état de fait, c'est une autobiographie, en gros, avec son ex, qui était Alfred de Musset, puisqu'en fait, en gros, le personnage de Laurent, c'est Alfred de Musset, voilà, elle, c'est lui, enfin, elle, c'est elle, donc c'est Georges, et lui, c'est Alfred, super. Elle publie Elle et lui après la mort de Musset, vraiment très longtemps après leur rupture, et ça va faire très grand bruit, parce que c'est sa version à elle, et le frère de Musset d'ailleurs va lui répondre, va répliquer parce qu'il va faire un roman pour expliquer la version de l'histoire d'amour de son frère avec Madame George Sand. Donc inutile de vous dire que ça a dû serrer hein, à l'époque. Alors les personnages sont peintres, ils pensent art, ils bouffent art, ils ont envie d'amour infini, l'amour irréel. Alors lui évidemment il est torturé, angoissé, instable, et elle le protège, elle le materne trop. Elle le couve. Alors l'un sans l'autre, ils s'ennuient, ils se manquent. L'un avec l'autre, ils ne se font que des reproches, ils se déchirent. En fait, ils s'aiment
trop et mal. Voilà. Alors, et une chose, bien sûr, qui saute aux yeux, on est bien d'accord avec la question, c'est qu'ils sont vraiment très mal assortis dès le début. Hein. Voilà, on sent vraiment que c'est voué à l'échec, cette merde. Alors, l'amour est là, il n'y a pas à tortiller, mais on sent qu'ils sont vraiment pas faits pour vivre l'un avec l'autre, ni pour s'aimer l'un l'autre. Alors, ils s'aiment, mais ils sont pas faits pour être ensemble, et pas du tout pour être collés l'un à l'autre, quoi. Vraiment pas du tout. Alors je pense que si un tel roman était publié de nos jours, on pourrait penser à une relation toxique. Parce qu'il y a quand même une certaine dose d'emprise, de violence psychologique. C'est un peu un amour malsain quand même, hein. Mais d'un autre côté, c'est un amour passionnel, de fou. Voilà. Et en fait, il y a de la grandeur dans cette histoire du romanesque. Alors évidemment, hein, voilà. Et puis le fait que George Sand ait plongé sa plume dans cette langue française qui est limite de la perfection, qui nous fait ressentir toutes les émotions, bonnes ou mauvaises hein, d'ailleurs, tous les reproches, que ces personnages ont. Alors, on dirait à cœur vaillant, rien n'est possible. Là, c'est à cœur vaillant, mais vacille encore même, parce que, oula, mon Dieu. Voilà, mais ça faisait un mot, oh là, mon Dieu, je sais pas, 30 ans que j'avais pas relu Elle et lui. Bah écoutez, c'est toujours un petit bonheur hein, de relire ce texte-là. Après, je vous dis, ça peut, en vieillissant, on le voit très toxique quand même le truc. Hein. Voilà, peut-être que quand j'étais plus jeune, je le voyais plus comme un truc, vous savez, l'amour infini, machin. On pense que c'est, voilà, on est là-bas pour la nuit des temps. Non, mais calmez-vous, quoi. Voilà, on n'est pas sur un nuage. Hein. Tout couple, même s'il vous donne une image parfaite. Croyez-moi que de temps en temps il y a des heurts quand même dans les couples. Alors ceux qui n'ont pas du tout et qui s'entendent à merveille toute leur vie, ils sont très rares. Hein, parce que il y en a toujours un qui descend pas la poubelle et que vous l'envoyez chier. Voilà, vous rentrez, c'est le bordel et vous dites ah putain il m'énerve, lui il m'énerve. Vous l'aimez hein, mais il vous énerve quand même. Hein. Voilà. C'est pareil pour tous les couples, hein, quelle que soit votre appartenance et votre caste et votre volonté d'être avec qui vous voulez, hein, un papillon, un poisson, ce que vous voulez, on s'en fout. Et bon, Elle et lui, George Sand. Voilà, dernier livre lu, enfin là en l'occurrence relu. Écoutez, je pense que ce petit point lecture est pas mal. C'était sympa, c'était un bon petit mois. J'ai bien aimé, voilà. Je pense qu'il y a au moins 2 livres qui atterront dans les tops, parce que j'ai pas eu beaucoup de tops cette année, depuis le début de l'année. C'est ça, ah là là. Mais je pense que voilà, il y en a au moins 2, que si j'ai pas le quota de 10 coups de cœur, et là c'est moins parti. Je pense pas qu'il y aura 10 coups de cœur, je pourrais les rentrer parce qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, si vous en avez lu de cela, si vous, au mois de mai, il y a eu un livre qui vous a plu plus que tous les autres, ou si vous avez lu une daube. Ah bah ça, vous avez le droit de le dire. J'ai lu ça, c'est une daube. Voilà. Voilà. Lisa vérifiera si elle peut y aller ou pas. Hein, bon, il y a de fortes chances que j'y aille pas si c'est une daube. Mais bon. Oh, vous savez, après, la daube des gens peut être le coup de cœur des autres. Hein. On est bien d'accord sur la question. Mais bon. Voilà, moi les livres très populaires où il y a une flambée dithyrambique, où c'est la hype du truc, à chaque fois que j'ai eu ça, je me suis emmerdée. Hein. Voilà, donc je dois pas être faite comme les autres, sûrement. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Vous verrez bien. Et puis, merci d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir regardé les photos. Et dites-moi s'il y a des photos qui vous ont plus plu que d'autres. Et puis si c'était rigolo de voir des photos. Le premier qui dit « Lisa, laisse tomber l'appareil photo », je lui dis « Non, j'aime bien faire des photos, même si elles sont moches. » Allez, ciao, bonne semaine, bisous.